Il est 6 h du matin, heure locale, quand un opérateur ukrainien regarde 2 drones de frappe Firepoint 2 s'élever dans la brume et se stabiliser à 15 mètres au-dessus du marais, en direction d'un pont situé à 95 km au sud de sa position, en plein territoire occupé. Ce qu'il ignore, c'est que les Russes ont depuis longtemps repéré l'unique bande de marais que cette frappe doit obligatoirement traverser, et qu'ils l'attendent déjà. À 40 km au sud, un commandant de groupe de feu russe presse son casque radio contre son oreille et écoute quelque chose qui traverse la brume. Derrière les 2 drones de tête, 4 autres Firepoint 2 s'écartent largement et plongent au ras des herbes. À 15 mètres au-dessus du marais salé, moteur réduit, le sol défile assez près pour distinguer chaque touffe d'armoise. Les 6 appareils se placent en formation décalée, espacés de façon qu'un seul missile ne puisse jamais en toucher 2 à la fois. Un même modèle d'appareil, mais 6 missions différentes, chacune destinée à frapper le pont selon un ordre établi plusieurs jours auparavant. Rien ici ne dépasse la hauteur d'un piquet de clôture, et ce vide est précisément la base du plan. C'est la seule caractéristique de ce terrain misérable qui joue en faveur de l'Ukraine. Ici, la platitude et l'ennui deviennent un avantage, un peu comme découvrir que le seul mérite de la vieille voiture familiale, c'est que personne n'a envie de la voler. Voler aussi bas permet au groupe de rester invisible face aux grands radars qui protègent le centre de défense antiaérienne russe de Jankoï, à environ 35 km au sud-est. Mais cela a un prix. Cela comprime tous les drones de la formation dans le seul couloir de vol praticable que le marais autorise. Le Sivash est un labyrinthe d'eau salée peu profonde et de boue molle, et seuls quelques corridors fermes s'orientent correctement pour une approche du pont. N'importe quel planificateur, d'un côté comme de l'autre, en regardant la même carte, choisirait les mêmes rares itinéraires. Et les Russes savent depuis très longtemps où passe ce couloir. Dans un camion de commandement hérissé d'antennes fouet, ce même commandant active sa radio et commence à parler d'une voix basse et posée. Il ne lève jamais les yeux vers le ciel. Il n'en a pas besoin, les drones eurent déjà indiqué leur position. Ce qu'il capte dans son casque, c'est un signal faible mais régulier provenant d'un point situé à 95 km au nord. Pas des drones eux-mêmes, mais de l'avion relais qui orbite bien au-dessus de l'équipe de lancement, le répéteur aérien qui transmet leur commande vers un Firepoint 2 qu'ils ne peuvent ni voir ni atteindre directement. Ce relais vient de lui indiquer exactement où regarder. Le Firepoint 2 vole grâce à une liaison radio, et à cette distance, cette liaison ne fonctionne qu'au travers d'un relais. Un drone de frappe piloté manuellement à 95 km se trouve bien au-delà de l'horizon radio de n'importe quelle antenne posée au sol. L'Ukraine place donc un drone répéteur en altitude entre l'opérateur et la cible, capable de voir les 2 à la fois et de faire transiter le signal par-dessus cette distance. Ce relais résiste mieux au brouillage russe et porte le signal là où aucune antenne terrestre ne pourrait l'atteindre. C'est exactement pour cette raison que l'Ukraine fait voler ses relais. Un brouilleur posé au sol peut noyer une liaison directe en quelques secondes, mais un répéteur qui vole haut, entre la tranchée et la cible, est beaucoup plus difficile à faire taire. C'est ce relais qui permet à une équipe cachée dans une tranchée de piloter un drone jusqu'à un pont qu'elle ne verra jamais de ses propres yeux. Mais une liaison qui émet est aussi une balise que n'importe qui peut repérer. Les chasseurs russes écoutent précisément ce genre de signal, en prennent le relèvement et localisent qui se trouve dessous. C'est un peu comme agiter une lampe de poche dans une pièce sombre, parfait pour voir où l'on marche et la première chose que visera quiconque vous cherche. Cette même liaison qui guide un drone sur 95 km jusqu'à un pont vient de dévoiler la position de l'équipe à l'unité de chasse au drone la plus redoutable du dispositif russe. Ces opérateurs connaissent parfaitement leur métier. Ils gardent donc leur transmission courte et poussent les drones plus profondément dans le corridor. Le groupe est désormais engagé dans l'unique couloir que le terrain autorise. Si un seul radar les repère dans cet espace ouvert, tout le groupe brûlera en plein ciel, sans nulle part où plonger, sans rien derrière quoi se cacher. Et voici ce que l'équipe de lancement ignore encore. Les Russes n'essayaient pas de leur interdire ce couloir. Ils avaient passé une semaine entière à s'assurer que les drones y passeraient. Le piège n'était pas dessiné sur la carte, il était construit à l'intérieur de la carte elle-même. Le premier contact surgit du couloir sans aucun avertissement. Un missile portable, probablement de type Igla, un tube que porte un seul soldat sur l'épaule, part dans un tir instantané contre le drone de tête, lancé par une équipe dissimulée quelque part dans les roseaux. Pas d'alerte radar, pas de tonalité de verrouillage, juste une traînée de fumée qui grimpe hors de l'herbe. C'est en somme une fusée de feu d'artifice avec de la rancune, courte portée, aucune intelligence, mais suffisamment proche et chaude pour n'en avoir pas besoin. Elle chase la chaleur, se verrouillant sur le point le plus brûlant de son champ de vision. À cette heure-ci, 2 moteurs tièdes contre un petit matin glacial.
L'évitement automatique du drone se déclenche à l'instant où il détecte le tir et le fait grimper dans un virage ascendant serré, exactement ce que les Russes espéraient. Retenez bien cette montée, car elle va compter dans une dizaine de secondes. Un missile portable à infrarouge a peu d'autonomie, mais il est redoutable au ras des herbes. La parade classique consiste donc à prendre rapidement de l'altitude et à caser la trajectoire de tir avant que l'autodirecteur ne se stabilise. La portée verticale de ce missile n'atteint que quelques kilomètres, donc un drone qui garde de l'énergie en réserve grimpe simplement hors de portée et laisse le missile s'éteindre plus bas. C'est un peu comme éviter le premier coup de poing en se redressant brusquement. Cela fonctionne à merveille contre le direct, mais cela lève aussi le menton pile à l'endroit parfait pour le crochet qu'on n'a pas vu venir. Cette montée déjoue bien le tir portable, mais elle expose le Firepoint 2 à ceux qui attendaient, silencieux, de part et d'autre du couloir. Le drone de frappe, avec ses 6 mètres d'envergure, venait de prouver qu'il pouvait survivre. La partie difficile commençait. Un missile llegit d'un lancer sur les flancs gauche, tir vertical dépassant 2 fois la vitesse du son avant même que l'œil ne puisse le suivre. Le Firepoint 2, anneau de sa montée, se disloque dans l'air du matin. Un battement de cœur plus tard, le flanc droit s'ouvre à son tour, un tir identique venu du côté opposé du corridor. Il s'agit d'un système Tor M2, la défense antiaérienne mobile à courte portée de la Russie, conçue spécifiquement pour détruire drones, missiles de croisière et avions volant bas avant qu'ils ne franchissent le périmètre. 8 missiles prêts sur le lanceur, 4 cibles engagées simultanément, sans avoir besoin de transférer les données à un camion radar séparé. Tout ce dont le système a besoin pour détecter, suivre et intercepter tient sur un seul véhicule. Et il y en a 2, un enterré sur chaque flanc. Chaque Tor M2 coûte environ 25 millions de dollars, soit près de 50 millions de dollars de défense antiaérienne russe enfouis dans ce marais. Et en à peine 90 secondes, les 2 systèmes seront neutralisés par des drones qui coûtent chacun quelques dizaines de milliers de dollars. 50 millions de dollars de radars et de missiles anéantis par un groupe de frappe qui, dans son ensemble, valait moins que les seuls missiles que cet Tor venait de tirer. Mais le Tor a 2 faiblesses qui comptent énormément ce matin-là. D'abord, il est guidé par commande. Son propre radar doit rester allumé et piloter le missile jusqu'au bout, ce qui signifie qu'à l'instant où il cesse d'émettre, tous les missiles qu'il a en vol deviennent aveugles et retombent. Ensuite, plus simplement encore, malgré toute cette puissance de feu, le Tor lui-même est peu protégé. Imaginez votre système d'alarme domestique, caméra, détecteur de mouvement, tout l'équipement, vraiment difficile à contourner, jusqu'au moment où quelqu'un monte sur le perron et le débranche tout simplement. Désormais, 2 de ces systèmes encadrent le couloir. Les drones survivants doivent traverser un feu croisé au-dessus d'un marais totalement dégagé, sans rien où se cacher. Le commandant du groupe de feu observe le piège se refermer exactement comme il l'avait conçu. Les drones qui grimpent dans le feu croisé, le marais salé qui scintille sous la lueur des moteurs de missiles. Il a déjà transmis le relèvement de cette liaison ukrainienne à l'échelon supérieur. Derrière lui, une équipe de signalisation Rubicon transforme son relèvement approximatif en coordonnées précises. Rubicon est le réseau russe de traques anti-drones, des chasseurs de signaux dont le métier consiste à localiser les opérateurs ukrainiens grâce à leur propre transmission, puis à transmettre les coordonnées aux tireurs disponibles le plus proche avant que l'équipe ne puisse se déplacer. Le feu croisé est bien réel et il fait mal. Un Firepoint 2 touché par un éclat de proximité bascule dans un lagon. Le drone de tête a déjà disparu. Le groupe se disperse, semant des débris à travers le marais, et les Russes sont convaincus d'avoir refermé leur piège proprement. Ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est la nature de cette montée qu'ils viennent d'observer. Un drone grimpe parce que son opérateur a paniqué. L'autre grimpe parce que du côté ukrainien, quelqu'un voulait précisément que ces 2 Tors allument le radar. Les Russes ont tiré sur tout ce qui s'est montré, exactement comme prévu à l'entraînement, et ont fait, sans le savoir, exactement ce dont les Ukrainiens avaient besoin. Car à l'instant où ces radars de Tor s'allument pour tirer, ils cessent tranquillement d'être des chasseurs et deviennent des cibles. 2 des Firepoint 2 tournaient depuis le début en large du couloir, en retrait, attendant une seule chose précise. Ils n'avaient visé ni les lanceurs, ni les camions, ni la ligne de roseau. Ils gardaient leur carburant et leur charge pour les 2 cibles qui ne s'étaient pas encore montrées. C'était toute l'idée, les envoyer avec le groupe pour qu'ils soient déjà en position, des attentes, à l'instant où les Tors s'allumeraient. Et maintenant, ils l'ont. 2 antennes radar de Tor s'allument et tournent, émettant à travers le marais pour quiconque possède les bonnes oreilles. La paire de Firepoint 2 plonge alors. Ce panneau rotatif au sommet du Tor est exactement ce que le Firepoint 2 traquait. La même règle qui venait de révéler la position de l'équipe de lancement ukrainienne se retourne maintenant contre les Russes. Un émetteur est une cible, et celui-ci ne pouvait pas se permettre de se taire. Le Tor a dû allumer toutes les lumières de la maison pour voir un intrus, et toutes ces lumières indiquent désormais à l'intrus exactement dans quelle pièce entrer.
Le piège du guidage par commande s'est refermé des deux côtés à la fois, tandis que son radar restait allumé, occupé à guider les missiles contre les drones de tête. Le Thor ne pouvait pas s'éteindre sans laisser tomber ses missiles en plein ciel. Il reste donc bloqué, émettant, tandis que les deux Firepoint 2 plongent droit sur lui. Les deux systèmes Thor sont touchés dans le même intervalle de quelques secondes. Le Firepoint 2, le drone de frappe intermédiaire de la firme Firepoint, déployé en grand nombre, 6 mètres d'envergure, 215 kg au lancement, 105 kg de charge explosive, largement suffisant pour éventrer un lanceur légèrement blindé. Portée disponible, 200 km, une distance comparable à celle qui sépare Paris de Lille. Deux façons de le piloter, en autonome, programmé sur une cible fixe, ou manuellement, via une liaison radio pour tout ce qui bouge. Et le détail qui compte le plus ce matin-là, piloté en manuel via un relais, le drone obéit à n'importe quel répéteur qui porte le signal, pas à une seule antenne fixée dans une seule tranchée. Il ne coûte qu'une fraction infime de la cible à 25 millions de dollars qu'il vient d'effacer. Ce qu'il gagne en prix, il le perd en avenir. Il ne reviendra pas. Et les planificateurs l'avaient intégré dans leurs calculs dès le départ. Une charge lourde contre un lanceur légèrement blindé, ce n'est pas un combat équilibré. L'antenne orientale explose en morceaux de métal tournoyants. Sur le flanc occidental, le second lanceur s'embrase là où il est posté, une fumée noire s'élevant au-dessus des roseaux. Dans les herbes, le dernier Firepoint 2 survivant redescend au ras du sol et fonce vers le pont. Ce piège préparé pendant toute une semaine. Deux des meilleurs systèmes de défense antiaérienne à courte portée que produit la Russie, enterrés, camouflés, en attente, se résume maintenant à deux véhicules en flammes sur un marais salé. Les chasseurs sont devenus les chassés, mais le commandant du groupe de feu avait déjà gagné la seule chose qui comptait vraiment pour lui. Il avait perdu 2 Thors et un piège, certes, mais il tenait quelque chose de bien plus précieux. La liaison ukrainienne, qui avait émis pendant plusieurs minutes, venait de livrer ses coordonnées précises, et il les avait déjà transmises. Un lanceur en flammes se remplace en une semaine, un équipage de drones entraîné, non. C'est exactement à cet instant que toute la chasse bascule et repart dans l'autre sens. Dans un abri à 40 km en arrière, un officier de signalisation Rubicon construisait ce quadrillage depuis le début, relèvement après relèvement. Pour lui, les lanceurs en feu n'étaient que du bruit. Le signal, en dessous, était la vraie cible, une antenne fixe, émettant, posée juste au-dessus d'une équipe. Il transmet les coordonnées et retourne écouter. Sur le site de lancement ukrainien, un petit drone à voilure fixe s'insère dans le ciel au-dessus d'eux et se cale sur une large orbite. Aucune charge suspendue en dessous, aucun piqué, aucune passe d'attaque. Le drone de frappe survivant se trouve encore à 43 km du pont, à peu près 6 minutes au rythme actuel. Le drone d'interception Rubicon est déjà en vol, arrivant sur leurs coordonnées en moins de 4 minutes. Et le drone de reconnaissance au-dessus d'eux a peut-être 60 secondes avant d'obtenir une position suffisamment précise pour corriger le tir en approche. Une orbite lente et patiente, juste au-dessus de l'abri enterré, qui tourne et observe. Ce petit drone à voilure fixe qui tourne au-dessus du poste enterré est complètement nu, sans rien accrocher sous ses ailes. Il n'est pas là pour attaquer l'équipe, il est là pour la regarder. Et c'est en quelque sorte pire encore. L'équipe de signalisation Rubicon a confié à ce drone de reconnaissance un relèvement et sa mission consiste maintenant à localiser précisément la position et à corriger la frappe déjà en approche derrière lui. Le drone tourne, observe et renvoie une image en direct au tireur, ajustant le point de visée en temps réel à mesure que la cible se déplace. C'est la différence entre lancer un coup de poing les yeux fermés et en lancer un avec un ami placé derrière la cible qui vous indique exactement où frapper. Une fois la position confirmée par le drone de reconnaissance, un petit drone rapide piloté en vue subjective ou un drone Lancet fait le reste. L'équipe dans cet abri ne peut pas mesurer l'ampleur réelle de ce qui vient de la repérer. Les chasseurs de Rubicon auraient, selon certaines informations, anéanti 70% des équipages de drones de la brigade ukrainienne en une seule semaine. L'observateur vous trouve, désigne et continue de désigner tandis que le tireur ajuste son coup. Ôtez les yeux de l'observateur et le tireur frappe à l'aveugle. C'est la propre antenne de l'Ukraine qui vient de conduire cet observateur droit au-dessus de leur tête et l'équipe n'a que quelques secondes pour agir contre les caméras qui tournent au-dessus d'eux. Un battement de cœur plus tard, un drone intercepteur piloté en vue subjective monte droit vers le drone de reconnaissance en orbite. Un choc, pas un tir. Si cette caméra obtient une position claire avant d'être abattue, la correction atteindra le drone d'attaque en approche et la prochaine chose à traverser le toit de l'abri sera une charge explosive. Aucune charge sur l'intercepteur, aucun capteur sophistiqué, juste un petit drone rapide dirigé physiquement contre l'appareil ennemi. Un peu comme lancer une pierre sur un oiseau, sauf que la pierre file à environ 130 km/h, guidée par une caméra embarquée tremblante, sans seconde chance si le pilote hésite un instant.
Le premier passage rate complètement sa cible. Un second intercepteur suit immédiatement derrière. Celui-ci touche. Il envoie le drone de reconnaissance russe s'écraser en tournoyant dans les roseaux, emportant avec lui les yeux de l'observateur. Aveugler l'observateur n'efface pas les coordonnées que Rubicon possède déjà, mais cela ruine la précision de tout ce qui suit. Le drone d'interception Rubicon, désormais en approche, ne dispose plus que d'une position figée, sans correction en temps réel. Dégradée ou non, cette position signifie toujours une charge explosive pointée vers l'abri, même si elle finit par tomber à quelques mètres à côté. Et pire encore, le drone de frappe est toujours loin d'atteindre le pont. Il vole maintenant en manuel, ce qui signifie que l'équipe ne peut ni cesser d'émettre, ni fuir, ni se taire tant qu'elle le pilote. La seule chose qui maintient leur drone en vol est exactement ce qui les fait traquer. À 8 km du pont, le dernier Firepoint 2 survivants vole en manuel. L'Ukraine le pilote à la main. Les doigts du pilote se crispent sur les manettes. La sueur coule le long de son dos dans l'abri fermé. Il fait passer l'appareil au ras du sol, à travers la brume basse qui traîne encore sur le Sivash. Et la trajectoire commence à dévier. Piloté en manuel à cette distance, dans une brume aussi épaisse, avec le point de visée qui glisse d'1 mètre à chaque instant. Sur leur trajectoire actuelle, ils vont manquer le pont d'une marge suffisante pour le laisser intact. Et ils ne peuvent pas corriger cela facilement, car la solution facile suppose de rester exactement là où ils sont. La liaison de ce drone exige un terminal qui émette en continu, et le drone d'interception Rubicon fonce déjà sur leurs coordonnées. Chaque seconde passée sur les manettes à corriger la trajectoire est une seconde supplémentaire immobile, sur une position que l'ennemi a déjà résolue. Garder la liaison, toucher le pont, et très probablement se faire toucher dans la même minute. Ou couper la liaison, survivre, et regarder la mission s'effondrer à 8 km d'un pont que personne d'autre n'est en position d'achever. Tenir, et peut-être tout perdre. Ou couper, et échouer à coup sûr. Il n'existe aucune réponse simple dans cet abri. On peut se demander, en écoutant ce genre de dilemme, ce que chacun aurait choisi à leur place. Tenir la ligne au risque de tout perdre, ou lâcher pour sauver sa peau et abandonner une mission que personne d'autre ne pourrait terminer. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, seulement celle qu'on est capable de vivre ensuite. Au lieu de choisir, l'équipe fait quelque chose que le commandant du groupe de feu avait passé toute la matinée à rendre impossible. La course longue, exposée et traquée de l'équipe A n'était pas une improvisation née de la panique. C'était le plan depuis le début. Il devait toujours voler dans ce couloir dangereux, puis transmettre le drone à quelqu'un d'autre avant que la facture ne tombe. À 50 km de là, un second drone relais maintenait une orbite silencieuse depuis avant même le lancement, suffisamment haut pour observer ce même morceau de ciel au-dessus du pont. Sur ordre, l'équipe B insère son relais dans la liaison et récupère le flux du drone. Le Firepoint 2 poursuit son vol sans le moindre à-coup. Au même instant, le relais de l'équipe A quitte son orbite et fonce vers ses lignes, tandis que l'antenne de l'équipe de lancement se replie contre la bénée du camion. Deux chaînes de signal séparées par 50 km, l'une qui s'éveille, l'autre qui s'éteint, et le drone ressent jamais la couture entre les deux. Cet échange, à lui seul, explique pourquoi ces opérateurs sont encore en vie. Le drone obéit à n'importe quel relais qui porte son signal, pas à une seule station au sol boulonnée dans une seule tranchée. N'importe quelle équipe ukrainienne disposant d'un répéteur placé au bon endroit du ciel peut donc récupérer le flux et reprendre les commandes sans que le drone s'en rende jamais compte. Une chaîne reposant sur une antenne unique s'effondre du ciel à l'instant où cette antenne se tait. Une chaîne construite sur des relais n'a besoin que d'un nouveau relais, peu importe quelle équipe tient la manette. Le contrôle passe simplement d'une équipe à une autre. Une ville plus loin, l'Ukraine avait répété cette transmission jusqu'à la maîtriser parfaitement. Une vérification rapide que l'équipe entrante est bien alliée et pilote le bon appareil. Et la liaison passe proprement d'un relais à l'autre. Imaginez deux personnes qui partagent le même jeu vidéo, une manette passée en pleine partie de l'une à l'autre. Sauf que le second joueur se trouve dans une ville entièrement différente et que le travail du premier joueur, à l'instant même où la manette change de main, consiste à se lever et à courir. L'équipe A est maintenant silencieuse et déjà en train d'évacuer. L'équipe B, elle, reste immobile, froide, jamais repérée, tenant un drone à 8 km du pont. Le drone d'interception Rubicon arrive au-dessus de l'abri ukrainien un instant plus tard et trouve les lieux en train de se vider. Les coordonnées qui devaient contenir une équipe en pleine transmission ne montrent plus qu'une antenne repliée et un camion déjà en mouvement. Le chasseur venait d'arriver dans un lieu qui n'existait déjà plus. Antenne baissée, équipe disparue dans la brume. Le dernier tir défensif de l'équipe ukrainienne part malgré tout contre le drone d'interception en approche. Une seule chance face à une cible qui se referme au travers de la brume. Le drone russe fonce suffisamment près pour que l'équipe sente l'onde de choc traverser le plancher. Mais suffisamment près pour la sentir ne veut pas dire suffisamment proche pour toucher.
L'équipe B parcourt les 8 derniers kilomètres proprement, antenne silencieuse, sans que personne au monde ne soit à sa recherche. Personne ne triangulait leur transmission et aucun drone d'interception ne fonçait vers leur position. Ils font sortir le Firepond 2 de la brume qui se dissipe et l'alignent sur le tablier ouvert du pont. Puis il libère toute sa charge explosive dans le tablier. Un trou de plus d'1 mètre s'ouvre dans le tablier du pont de Chongar. Les 2 Firepoint. 2 frappeurs suivent 30 secondes derrière le drone de tête et criblent la chaussée en un deuxième, puis un troisième point le long de la travée. 3 trous dans le tablier, ce n'est pas une boule de feu spectaculaire, mais c'est exactement ce qu'il faut pour fermer un pont. Un camion ne peut pas traverser une brèche d'1 mètre de large, et la colonne qui le suit ne peut pas la contourner sur une travée à 2 voies au-dessus de l'eau libre. L'artère qui alimentait tout le groupement russe sur l'axe Kherson-Crimée venait d'être coupée. Et tout ce dont dépendaient ces unités, le carburant, les obus, les pièces détachées, les troupes fraîches, devaient désormais trouver un autre chemin pour traverser un détroit qui, désormais, n'avait plus de pont. Il reste cette image du pilote seul dans son abri, doigts crispés sur les manettes, sachant que sa propre transmission pouvait le trahir à tout instant, et qui choisit malgré tout de tenir jusqu'au bout pour un pont qu'il ne verra jamais de ses yeux. Certains diront que c'est du courage, d'autres diront que c'est le prix absurde qu'impose une guerre où un simple signal radio peut coûter une vie. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir qui a raison, mais ce que chacun de nous aurait vraiment fait, assis dans cet abri, avec la brume qui monte et le pont encore intact au bout de la trajectoire.